Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et nous sommes en direct de Varsovie. Il est 8h. La matinale info, édition spéciale, 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Numéro exceptionnel de la matinale info en direct de Varsovie du 18 rue Mila. C'est ici qu'il y a 80 ans, jour pour jour, une poignée de combattants juifs se sont levés contre la barbarie nazie, non pas pour sauver leur vie, mais pour sauver ce qu'il restait d'humanité. C'est donc depuis ce lieu symbolique que nous allons vous présenter cette matinale avec mon invité, l'historienne polonaise Elżbieta Janicka de l'Institut polonais des sciences, de l'Académie polonaise des sciences. Nous allons revenir sur la symbolique de ce lieu et sur la manière dont les Polonais font face ou non à leur histoire. Vous écoutez également des reportages réalisés ici en Pologne, notamment une rencontre avec l'artiste Gabi von Steltmann. Elle projettera ce soir sur les murs d'un immeuble du ghetto dont il ne reste plus rien les images de la synagogue et de la vie juive passée. Puis on retrouvera en fin d'émission Stéphane Zibi pour une chronique consacrée aux fake news et aux commémorations donc du soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais avant cela, on va faire un crochet par Paris avec le journal de Margot Siffer. Bonjour Margot. Le journal Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Un Palestinien suspecté d'être l'auteur de l'attaque par balle hier à Jérusalem a été arrêté à Naplouse. 2 Israéliens âgés d'une 50aine d'années et issus de la communauté ultra-orthodoxe ont été modérément blessés. La Pologne marque aujourd'hui le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Les sirènes d'alarme municipales et les cloches des églises de Varsovie vont retentir ce midi dans la capitale polonaise. Le président israélien Yitzhak Herzog et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier doivent se recueillir devant le monument aux héros du ghetto avant de se rendre ensemble dans une synagogue. La Russie a lancé tôt ce matin une attaque de drones sur la ville d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Si certaines infrastructures civiles ont été touchées, aucune victime n'est à déplorer. En France, les anciennes conquêtes de l'accusé étaient entendues hier au procès de l'attentat de la rue Copernic. Parmi elles, une ancienne petite amie américaine d'Hassan Diab rencontrée sur le campus de l'université de Syracuse dans l'État de New York. Compte rendu d'audience pour RCJ de Laurence Goldman. Depuis Chicago, Belinda témoigne en visioconférence. Elle a connu Hassan Diab en 1990. Dans un discours un peu confus, elle raconte « Un soir dans sa voiture, je lui ai dit que j'avais de la sympathie pour la cause palestinienne. Il s'est senti en confiance et m'a dit « Ouais, j'ai fait exploser une voiture. » Je lui ai tout de suite demandé d'arrêter de parler de ça. « Que vous a-t-il dit d'autre ?» lui demande le président. Il m'a dit qu'il avait été obligé de quitter son pays à cause de la guerre. « Vous a-t-il parlé des voyages qu'il a fait à l'époque ?» Réponse « Oui, Paris, la Grèce, l'Europe. »« Où ça en Europe ?» lui demande le président. « En Europe du Nord. Je crois qu'il a parlé de la Belgique. » Sursaut dans la salle, le président reprend la parole. « Savez-vous qu'Hassan Diab, outre l'attentat de Copernic, est soupçonné d'avoir participé à un attentat à la voiture piégée en Belgique, dans le quartier juif d'Anvers 1 an plus tard ?» L'Américaine se met à pleurer, la tête entre les mains. L'audience est suspendue et à la reprise, Belinda a ces mots. « Je ne pense pas que l'accusé soit l'auteur de l'attentat de Copernic, mais je pense qu'il sait qui l'a commis. » Et enfin, Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui en Alsace, a reçu hier les leaders des organisations patronales. Il a notamment déclaré vouloir donner aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour bâtir le futur pacte de la vie au travail. Au sortir de la réunion, Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF a dit souhaiter le retour de l'intersyndicale autour de la table des négociations. Elle demande quant à elle un délai de décence et espère une démonstration de force dans la rue le 1er mai prochain. Matinale info en direct de Varsovie ce matin, il est 8h04 et on va prendre la direction d'Israël maintenant pour y retrouver notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard. Bonjour Rudy, bonjour à tous. On ouvre cette page israélienne avec une actualité sécuritaire toujours très dense. Oui, la tension persiste en cette fin proche du Ramadan. L'armée israélienne a annoncé hier que les forces de sécurité ont mené une opération dans le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie, au cours de laquelle 2 membres du djihad islamique ont été arrêtés. L'opération de Tsahal avait pour objectif de contrecarrer un attentat imminent prévu par une cellule terroriste qui a été démantelée
Plus tôt dans la journée, un attentat fait 2 blessés à Jérusalem. Une attaque terroriste à l'arme à feu sur un véhicule israélien dans la rue Pierre Van Passen, dans le quartier de Shimon HaTzadik, Cher Jarar, à Jérusalem. Les deux victimes sont des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe. Les médecins et les ambulanciers paramédicaux du Magen David Adom ont prodigué les premiers soins aux blessés, jugés dans un état modéré avant de les transporter dans des hôpitaux. Les 2 hommes ont été pris pour cible alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule. Ils ont continué à conduire malgré leurs blessures avant de s'arrêter près d'une voiture de police. Les forces de police et les gardes frontières recherchent le tireur qui a réussi à prendre la fuite. Et on a appris par ailleurs que 8 attentats ont été évités ces dernières semaines, notamment à Jérusalem. Et le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a exprimé sa gratitude aux policiers lors d'une visite au quartier général de la police situé à côté du mur occidental. Et puis Israël s'est figé hier à l'occasion du Yom HaShoah en souvenir des 6 millions de juifs assassinés. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a déposé une gerbe au mémorial de la Shoah de Yad Vashem. Il a lu hier, lors de la cérémonie, chaque personne a un nom, à la Knesset, les noms des proches assassinés par les nazis. Il a souligné « Nous ne nous souvenons pas des chiffres, nous nous souvenons des vies, le nom de chaque juif qui est parti dans les flammes ». Et puis une cérémonie avait lieu également à Roglit. Alors le Roglit, le mémorial de la déportation des Juifs de France, situé dans la forêt de Beth Shemesh, sur le mur du site sont inscrits les noms des 80 000 Juifs de France envoyés dans les camps. Une cérémonie est organisée chaque année par l'association des fils et filles des déportés juifs de France, sous la haute présidence de Serge Klarsfeld et l'association des enfants cachés à Loumim. Les commémorations du souvenir des victimes de la Shoah ont des prolongements en Pologne, où vous vous trouvez depuis hier, Rudy, avec la marche des vivants, et aujourd'hui les événements se dérouleront en présence du président de l'État, Yitzhak Herzog, arrivé spécialement aussi. Je vous cède la parole. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ. Merci Gérard. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouver donc en direct de Varsovie dans une poignée de secondes où on vous racontera l'histoire de ce lieu, le 18 rue Mila, et nous dialoguerons avec notre invitée, l'historienne et anthropologue polonaise Elżbieta Janicka. RCJ. Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus Bain et déco. Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne. Bainetdeco.com. Idan Rairel. Dimanche 21 mai, venez fêter Yom Yerushalayim avec le KKL de France sur la scène de la salle Playel. Idan Rairel et ses 10 musiciens. Renseignements et réservations au KKL de France au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88 sur kkl.fr et point de vente habituel. Dimanche 21 mai à la salle Playel, Idan Rairel avec le KKL. Vous écoutez RCJ, il est 8h08, nous sommes en direct du cœur de l'ancien ghetto de Varsovie, là même où il y a 80 ans, une poignée de combattants juifs organisait une insurrection qui deviendra un symbole de bravoure et de résistance. Un lieu symbolise cette résistance là où nous nous trouvons ce matin, le 18 rue Mila. Ici se dresse un monticule de pierre sur lequel est inscrit les noms de celles et ceux qui se sont soulevés face aux nazis. Un lieu chargé d'histoire que nous raconte Victoria Géraud-Velmont. Nous sommes dans la nuit du 19 avril 1943, la veille de Pessah. Les troupes allemandes déportent depuis plusieurs mois les habitants du ghetto de Varsovie, mais se heurtent aux résistances de ses habitants. Il est 2h du matin, le silence règne et les rues sont vides quand les SS allemands entrent dans le ghetto, armes à la main. Ils sont venus rafler à nouveau des milliers de juifs vers les camps d'extermination. Mais cela fait maintenant 1 an que les membres de l'organisation juive de combat se préparent. Ils savent ce qui les attend. Ils sont alors armés, entraînés, prêts à combattre pour leur vie et leur dignité. À leur tête, un jeune militant de la Shomer HaTzair. Mordechai Anilevitch a 23 ans quand il affronte ce jour-là les Allemands, venus les chercher pour les emmener à la mort. Le face-à-face entre les combattants juifs du ghetto et les soldats allemands dure plusieurs jours.
Le 8 mai, une partie des combattants et des habitants du ghetto, 300 personnes en tout, parviennent à se cacher dans la planque du ghetto de Varsovie, le bunker de commandement du 18 rue Mila. Ce bunker est le lieu d'où a été organisées toutes les opérations sous la direction de Mordechai Anielewicz. Mais ce bunker finit lui aussi par être assailli par les forces allemandes, bien plus puissantes que les combattants du ghetto. Mais Mordechai Anielewicz refuse de laisser les Allemands l'abattre. Il se suicide le 8 mai 1943 et il ne sera pas le seul à se donner la mort pour échapper aux mains des nazis. Dans ses mémoires du ghetto de Varsovie, Marek Edelman, combattant du ghetto, écrivait en 1945 « Il est clair que nous n'allons pas nous laisser tuer sans nous défendre ». Telle était alors la philosophie des combattants du ghetto de Varsovie. Voilà pour ce récit de Victoria Jarouvel-Mont et je suis donc en compagnie ce matin depuis le 18 rue Mila de l'historienne polonaise Elżbieta Janicka. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ici même il y a 80 ans, jour pour jour? Eh bien, après 10 jours de combats désespérés dans un ghetto déjà incendié de partout, Mordechai Anielewicz et l'état-major de l'organisation juive de combat qui s'abritait dans le bunker au 18 rue Mila avaient commencé à envoyer des messagers du côté arien de Varsovie pour contacter la résistance polonaise et leur demander de l'aide. Il ne s'agissait pas d'une aide armée, mais des plans des égouts et des cachettes du côté arien. La plupart de ces messagers ne sont jamais parvenus à leur destination. Ils étaient dénoncés par les maîtres chanteurs polonais qui encerclaient le ghetto systématiquement tous les jours. Mais 2 des messagers, finalement, ont parvenu à contacter la résistance polonaise, qui leur a dit d'attendre une réponse. Le plus jeune des messagers s'était rendu compte qu'en fait c'était un moyen de leur faire perdre du temps alors qu'ils n'avaient pas de temps à perdre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce Simcha Rotem que je viens de mentionner a décidé de monter une expédition de sauvetage sans en avoir vraiment les moyens. Il se faisait passer pour un officier de l'armée polonaise, il a corrompu des gens, il les a saoulés, il les a aussi menacés avec une arme. Et résultat de l'opération, ils sont arrivés sur ces lieux même la nuit du 8 au 9 mai 1943, la nuit qui a suivi le massacre dans le bunker. Alors la question mémorielle est depuis une dizaine d'années un sujet de discorde entre Israël et la Pologne. On peut peut-être rappeler les origines de cette discorde, les travaux de l'historien Jan Gross. Eh bien, en fait, effectivement, il y a une discorde entre la Pologne et Israël, mais il faut mentionner aussi que il s'agit là non pas tellement d'une mémoire, mais de la reconnaissance de la réalité des faits de la part d'un pays où, sous l'occupation allemande et tout en résistant contre les Allemands, les Polonais ont tué davantage de Juifs que d'Allemands. Ça fait 300 000 Juifs assassinés contre 3 000 Allemands assassinés. Cela a toujours été un sujet de discorde, effectivement, entre Israël et la Pologne, jusqu'à récemment. En 2018, les premiers ministres polonais et israéliens ont signé une déclaration conjointe qui mettait en équivalence l'antisémitisme, phénomène meurtrier bien réel qui a abouti à la Shoah, et un antipolonisme imaginaire. Cette année, par contre, Israël a accepté de recommander aux groupes israéliens venant sur les lieux de la Shoah de visiter en même temps le musée de la résistance polonaise anticommuniste d'après-guerre, connu pour avoir tué des rescapés de la Shoah. La discorde permanente, en revanche, caractérise les rapports entre la dictature électorale polonaise actuelle et la recherche sur la Shoah en Pologne. Une recherche qui a connu un essor considérable à la suite des travaux de Jan Gross publiés à partir de l'an 2000. Et Jan Gross est un historien qui soulève dans ses livres la question des crimes polonais précis, mais il rend compte également et surtout de la légitimité socioculturelle de ces crimes,
de leur ancrage dans l'axiologie, autrement dit dans le système des valeurs de la majorité dominante, et dans la construction de l'identité collective qui n'a pas subi de changement depuis. Et je pense que c'est là effectivement que le bas blesse. Alors la Pologne compte 6500 justes parmi les nations, c'est le nombre le plus élevé au monde, mais il faut effectivement le mettre en parallèle avec les 3 millions de juifs qui vivaient en Pologne avant la Shoah. Dans vos travaux, vous parlez d'observateurs participants. Est-ce que vous pouvez rapidement évoquer cette notion d'observateur participant qui fait polémique ici? J'aimerais encore commenter ce nombre de 6500 justes parmi les nations originaires de Pologne. Car il faut dire que le nombre de justes parmi les nations en Pologne revient à moins d'1/4 de la population de l'époque. Les rares rescapés juifs ont réussi à survivre principalement dans des camps allemands de travail, dans des camps allemands de concentration et des unités de partisans en forêt sur les territoires où opéraient les partisans soviétiques en même temps. Et à ceci s'ajoute l'effort surhumain des juifs venant en aide à d'autres juifs, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont ni reconnus ni commémorés. Et ceux qui ont survécu avec l'aide ou grâce à l'aide de l'environnement non juif étaient une infime minorité. Qui plus est, ces justes isolés devaient se méfier et se cacher en premier lieu de leurs voisins, souvent aussi de leurs proches, des fonctionnaires de l'Église également. Et ils ne représentaient qu'eux-mêmes, alors qu'on les érige aujourd'hui en représentants de la nation polonaise. Alors nous sommes donc là au cœur du ghetto de Varsovie. Vous avez dénoncé la justification de l'antisémitisme dans l'aménagement en fait de l'espace polonais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la mémoire a été organisée peut-être dans un premier temps et depuis quelques années ici? Alors, en fait, la méthode polonaise adoptée, appliquée aussi bien par le haut que par le bas, et non pas de passer sous silence le passé juif de cet endroit, mais de le commenter d'une certaine manière, par exemple de le mettre en équivalence avec une vision très particulière et très tendancieuse du sort des Polonais, aussi bien pendant la guerre qu'avant et après. Donc voilà, on a cette mise en équivalence absolument scandaleuse. Merci Elzbieta Janiska. Effectivement, nous sommes dans ce quartier qui est devenu un quartier résidentiel. Il n'y a absolument personne autour de ce monument et de ce bunker donc de Mordechai Anilevich. Merci à vous pour ces commentaires. On va marquer une courte pause et puis on écoutera un reportage réalisé hier sur une artiste qui ce soir va projeter les images de l'ancienne grande synagogue, là où elle s'élevait avant 1943, et puis on terminera avec la chronique tech de Stéphane Zibi. À tout de suite. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. 8h19 sur RCJ, édition spéciale en direct du ghetto de Varsovie ce matin à l'occasion des 80 ans du soulèvement commémoré aujourd'hui. Il y aura bien évidemment dans quelques heures une cérémonie devant le célèbre monument de Rapoport avec les 3 présidents israéliens, allemands et polonais. Mais ce soir, un autre événement va avoir lieu. Reportage.
À la veille des commémorations de la révolte du ghetto, l'artiste Gabi von Zeltmann s'active avec son équipe technique autour de la Tour Bleue de Varsovie, un bâtiment de verre bien connu des habitants de la ville. Il y a 80 ans, s'élevait ici la grande synagogue de Varsovie, détruite le 16 mai 1943 par les nazis pour marquer l'anéantissement du ghetto après la révolte. Gabi a eu l'idée il y a 10 ans de projeter sur la façade des images de la synagogue et de la vie juive disparue. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a même pas un seul bâtiment juif qui a été reconstruit à Varsovie. Un jour, je suis allée au cinéma, ici, de l'autre côté de la place, et il y avait le coucher de soleil, et je pouvais voir le soleil se refléter sur ce bâtiment, qui est fait de verre et de métal. Je me suis dit à ce moment-là, si on peut voir le soleil, on peut voir une projection de la synagogue. Et puis une autre question s'est posée. Combien de personnes ici savent qu'il y avait une synagogue ? Pas beaucoup. L'histoire tragique des Juifs de Varsovie résonne avec celle de son propre grand-père, mort à Auschwitz, un sujet dont elle ne parlait que très peu, tout comme de ses origines juives découvertes très tard. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'était très late. Mais aussi, puisque Pologne, c'est toujours difficile. Pourquoi c'est difficile ? C'est un pays catholique. Mise en place pour la première fois lors du 75e anniversaire du soulèvement du ghetto, cette installation est devenue un rendez-vous chaque 19 avril. Beaucoup de gens me disent que désormais, quand ils passent à cet endroit, ils voient la synagogue dans leur imagination. C'est devenu comme un rituel. Les gens vont voir l'autre monument, le monument Rapaport, à côté du musée Pauline. Et puis le soir, ils viennent ici, voir ce monument virtuel. Malgré le succès de son installation vidéo, Gabi von Zeltmann se montre de plus en plus inquiète quant au rapport des Polonais à leur histoire. J'avais l'impression que c'était beaucoup mieux. Et il y a 8 années, quand notre gouvernement a changé, ce sujet est devenu encore une fois politique. Vous savez qu'on peut réveiller les ressentiments, les strange behaviors. Les comportements étranges, la propagande, et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà donc pour ce reportage. Vous écoutez RCJ en direct donc de Varsovie, il est 8h22 et voici la chronique tech de Stéphane Zibi. Tech, Stéphane Zibi. Les deepfakes, nés de la fusion entre deep learning et fake, sont des créations numériques où l'intelligence artificielle permet de remplacer par exemple le visage d'une personne par une autre ou de pouvoir lui donner vie en faisant parler même une personne disparue. Malgré les risques liés à cette technologie, j'y viendrai un peu plus tard, elle offre aussi des possibilités étonnantes. Grâce en effet aux algorithmes d'apprentissage profond, les deepfakes analysent et combinent des milliers d'images pour créer des vidéos tout à fait convaincantes. Si cette technologie peut servir à diffuser de fausses informations ou à porter atteinte à la vie privée, elle présente également un potentiel éducatif et culturel fascinant. En effet, les deepfakes peuvent être utilisés pour recréer des événements historiques avec un réalisme saisissant. En combinant des photos et des documents d'époque avec la technique de l'IA, il est possible de faire revivre des moments marquants comme des discours célèbres ou des scènes de la vie quotidienne. Ces reconstitutions peuvent offrir un aperçu unique du passé et contribuer à une meilleure compréhension de l'histoire. Ainsi, pour le soulèvement de Varsovie, en reprenant en plus des autres connus les 33 photos inédites par exemple prises par un pompier polonais, les rares vidéos en notre possession, les témoignages des survivants, et avec l'aide donc de services comme Deepfake Web, Zao ou Reface, on peut reconstituer l'histoire et transmettre ainsi aux plus jeunes. Cependant, il est crucial de prendre en compte les dérives potentielles des deepfakes. Les fausses informations et la manipulation de l'opinion publique sont parmi les dangers les plus préoccupants. Des vidéos truquées peuvent être créées pour nuire à la réputation de personnalités publiques ou influencer des électeurs. Le cyberharcèlement et l'atteinte à la vie privée sont d'autres conséquences néfastes des deepfakes. Des montages diffamatoires ou pornographiques peuvent avoir des répercussions graves pour les victimes, laissant les législations actuelles dépassées
par l'évolution rapide de cette technologie. Pour lutter contre ces menaces, des outils de détection automatique sont développés et des législations spécifiques sont en cours d'élaboration. Parmi les outils de détection, Intel a mis au point Fake Catcher, qui permet d'identifier les deepfakes vidéo avec un taux de réussite de 96%. Pour savoir s'il s'agit d'un faux, l'algorithme parvient à repérer les subtiles différences de lumière générées par les réseaux sanguins du visage de la personne. Rien que ça. Nous avons pour habitude de vérifier si une information est vraie, et nos sources, par la même occasion, chaque 1er avril. Avec l'importante évolution des deepfakes, peut-être qu'enfin, nous allons les vérifier tous les jours de l'année. À la semaine prochaine. Merci à Stéphane Zibi pour sa chronique tech. Avant de se quitter, on va revenir sur les événements de ce 19 avril, il y a 80 ans, 19 avril 1943, avec Jérôme Attal. Bonjour Jérôme. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 19 avril 1943, les Juifs du ghetto de Varsovie refusent de se rendre au SS qui voulait les déporter vers les camps de concentration. C'est le début du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'est l'acte de résistance juif pendant la Shoah le plus connu et le plus commémoré. 2000 policiers et SS, équipés de chars d'artillerie et de lance-flammes, vont rapidement rencontrer une très vive résistance. Les nazis prévoyaient la maîtrise complète du ghetto en 3 jours, mais face au désespoir des habitants du ghetto, ce fut un échec pour les nazis. Et les combats durèrent plusieurs semaines. Les Juifs du ghetto, réduits à la misère, avaient organisé une résistance armée conduite par l'organisation juive de combat, dirigée par Mordechai Anilevitch. Il n'a que 23 ans. Mais hélas, sans soutien extérieur, et largement sous-armé face à l'armée allemande, la révolte était vouée à l'échec dès le départ. 7000 héros juifs du ghetto ont été tués et 6000 ont été brûlés vifs. Les survivants ont été déportés vers les camps d'extermination de Treblinka et Majdanek. Le 16 mai, le soulèvement est écrasé. Le général SS Jürgen Stroop écrira dans un rapport à ses supérieurs « Le quartier juif n'est plus ». Mordechai Anilevitch dira ces mots. Il est impossible de mettre des mots sur ce que nous avons traversé. Ce qui s'est passé a dépassé nos rêves les plus audacieux. Les Allemands ont fui 2 fois le ghetto. Je sens que de grandes choses se passent et ce que nous avons osé faire était de la plus haute importance. Israël Chaim Wilner, dont le pseudonyme était Jurek, a résumé la révolte en ces termes. Nous ne voulions pas sauver notre vie. Nous savions que personne ne sortirait vivant d'ici. Nous voulions sauver notre dignité. Nous sommes le 19 avril. Merci Jérôme Attal. 8h27 sur RCJ. Voici la météo de Sylvie. Bonjour. Bonjour à tous. À Paris, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies toute la journée, des températures comprises entre 8 et 18 degrés. À Marseille, du beau temps malgré quelques nuages tout au long de la journée et il fera 21 degrés maximum. Et à Tel Aviv, un ciel changeant, à moitié nuageux ce matin, devenant très nuageux dans l'après-midi avec des températures maximum de 24 degrés. Bonne journée à l'écoute de RCJ. Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info spéciale présentée donc depuis le 18 rue Mila de Varsovie au cœur du ghetto. RCJ, vous le savez, continue sur le DAB+, et c'est la radio numérique, et sur les applis disponibles gratuitement sur Apple et Android. Et puis on va se retrouver donc pour la FM à 11h avec Essentiel, et puis à midi en direct donc des cérémonies officielles auxquelles participeront de nombreuses personnalités, dont les 3 présidents polonais, israéliens et allemands. Encore de nombreux reportages à suivre au cours de cette journée que nous avons intitulée La Pologne face à son histoire. Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ. Le Centre d'art et de culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Expositions, lectures, projections, théâtre, concerts, rencontres avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. כביש ישן, שביל בגן, עץ ובעיר
הספר. מי נשאר, מי עבר, מי עודנו